Savez-vous que vous pouvez devenir votre propre médecin? Le monde est en pleine mutation, comme vous le savez déjà. La société africaine essaye de suivre le pas tant bien que mal devant toutes ces nouvelles technologies et cet environnement qui est de plus en plus pollué. Alors aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs maladies qui la plupart du temps nous surprennent, entre les AVC, les infarctus, cancers et autres. Nous avons essayé de trouver une réponse et c'est à Paris que nous vous invitons dans ce 16e arrondissement à l'avenue Victor Hugo. L'homme africain est le plus exposé aux maladies, même les plus insoupçonnables à cause de nos traditions qui nous laissent souvent penser que nos différents maux et maladies sont peut-être des maladies héréditaires ou alors qui viennent de nos ancêtres et pourquoi pas de nos voisins. Alors pour installer cette conversation, je vais poser deux mots, stress et check-up, des mots qui semblent encore bien étranges pour notre société et pourtant, c'est le directeur médical du centre Prévention Paris, ici dans le 16e arrondissement, que nous allons donc rencontrer. Nous sommes donc ici au cabinet médical de Paris Prévention où nous allons recevoir dans un instant le docteur Soli Bensabat. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes bel et bien en 2019 et aujourd'hui l'Afrique fait encore face à plusieurs préjugés. Nous avons beaucoup de victimes d'AVC ou encore de cancer, d'infarctus et autres maladies et qui restent des grandes surprises comme nous le disions tantôt en début d'émission pour certains. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne se sont pas lancés dans ce qu'on appelle la prévention. Et c'est de ça qu'il sera question dans cette édition de Flashback avec le docteur Soli Bensabat dans un instant. Bonjour docteur, merci donc de nous accueillir ici au centre de prévention santé dans le 16e arrondissement. La première question qu'on ne vous pose peut-être pas souvent, comment ça va? Moi je vais bien, sauf que j'ai un rhume allergique aujourd'hui, que ma voix est un peu prise, mais c'est rien, il faut relativiser. Merci en tout cas de nous accueillir. Alors, nous partons d'un constat, nous sommes en 2019, cela n'a pas échappé à nos téléspectateurs et nous faisons encore face en Afrique aux préjugés. Beaucoup d'entre nous sont victimes d'AVC, de cancer, d'infarctus et autres. L'Afrique est-elle prête justement à prévenir toutes ces maladies et c'est de prévention qui sera question. Le centre de prévention santé, est-ce qu'on peut le présenter? Oui, on posait la question si l'Afrique pouvait bénéficier de la prévention. Justement, elle en a besoin parce qu'on reçoit ici, depuis plus de 30 ans, beaucoup d'amis africains et qui arrivent ici avec des maladies déjà très avancées. Et nous en sommes souvent désolés parce que toutes ces maladies auraient pu être prévenues si elles avaient été dépistées plus tôt. C'est pour cela que j'ai créé ce centre de prévention il y a plus de 30 ans et nous sommes presque pionniers dans le domaine de la prévention en France. Nous avons toujours voulu essayer de prévenir la maladie, l'accident de santé, qui est toujours préjudiciable, aussi bien pour la personne elle-même, pour son entreprise, pour sa famille. Et depuis de nombreuses années, nous recevons beaucoup d'amis africains qui viennent régulièrement et curieusement, ceux qui viennent sont plus sensibles à la prévention et au dépistage que certains Européens. Alors vous êtes beaucoup revenu sur la prévention, ça veut dire que le centre de santé prévention ici à Paris, c'est essentiellement la prévention. Quelles sont vos différentes missions? Oui, le but de ce centre, c'est la prévention générale, la prévention pour prévenir, comme je vous disais tout à l'heure, la maladie et l'accident fortuit de santé. Et vous savez, je dois vous dire que la maladie n'est pas une fatalité. Hein. La maladie peut être prévenue à condition, et la meilleure arme thérapeutique contre la maladie et l'accident fortuit de santé, c'est la prévention. Et la prévention précoce, tout à fait au début. Le but, c'est d'agir en amont
de la maladie avant que la maladie ne se développe et que les gens n'arrivent ici à un stade tardif où la maladie est déjà fortement installée, et à ce moment-là, la médecine est vraiment moins efficace. C'est pour ça que le but de la prévention, c'est de provoquer une batterie d'examens systématiques tout à fait au début, et pour voir est-ce qu'il y a des facteurs chez la personne qui se présente qui peuvent favoriser ce processus et l'accident fortuit de santé. Et parce que à ce stade-là, quand la personne est déjà atteinte d'un accident vasculaire cérébral qui est hélas très fréquent en Afrique, ou d'un infarctus du myocarde aussi qui n'est pas moins fréquent, à ce stade, évidemment, la médecine, grâce au progrès de la médecine, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Mais toutes ces maladies-là peuvent être prévenues en amont grâce à la prévention et grâce à la pratique d'un bilan de santé très approfondi pour éviter le développement de cette maladie-là. Alors, justement, et dans ce cadre, vous proposez ce qu'on appelle le check-up, un mot qui est encore un peu inconnu de la plupart des Africains, sinon qui négligent justement le check-up parce qu'ils se disent ils vont bien, pourquoi aller à l'hôpital? Oui, le check-up, c'est un mot plutôt anglais, mais ça veut dire bilan de santé. Bilan de santé, c'est-à-dire faire un ensemble d'examens, pas seulement voir un médecin et faire quelques analyses, c'est mieux que rien, mais c'est un bilan très partiel et faussement sécurisant. Et bon, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Mais si on veut savoir dans quel état on se trouve exactement, dans quel état de santé nous nous trouvons, il faut faire un bilan très approfondi, pratiquer, faire différentes investigations médicales et pratiquer par différents spécialistes pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et dépister précocement les facteurs de risque qui vont provoquer la maladie et l'accident de santé. Et le but, nous allons vous décrire tout à l'heure le bilan de santé, le but c'est de faire une série d'examens en chaîne que je vais vous décrire, et à la fin, ce bilan de santé que nous pratiquons ici, c'est un bilan qui dure 4 heures, qui est pratiqué par une équipe de 7 médecins spécialisés, hospitaliers des hôpitaux de Paris, et qui ont une forte expérience en matière de dépistage du diagnostic précoce. Le but, encore une fois, c'est de voir est-ce qu'il y a un processus en cours latent qui n'est pas exprimé, qui peut un jour se déclarer, et il vaut mieux dépister ce processus tout à fait au début, parce que la médecine est plus efficace quand on agit précocement, que ce soit en matière cardiovasculaire, en matière de toutes les maladies, et même en cas de cancer. Vous savez que les cancers dépistés aujourd'hui tout à fait au début certains cancers ont toutes les chances de guérir à 100%. Donc vous voyez l'intérêt de la prévention précoce et du dépistage systématique. Dans le cadre, et ça ne peut se faire qu'à travers un bilan de santé, mais un bilan, j'insiste encore une fois, très approfondi pour essayer d'examiner, de faire des vérifications dans tous les sens pour voir si tout va bien ou pas. Et s'il y a des facteurs, de les prendre en charge, de les traiter pour empêcher l'apparition et le développement de la maladie et empêcher l'accident encore fortuit de santé, c'est-à-dire l'accident vasculaire, que ce soit l'accident cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral, 2 accidents qui sont encore très fréquents en Afrique et qui amènent les États à envoyer leurs patients ici en France pour se soigner, et ça coûte très très cher, alors que si on intervient au début, on fera une économie importante en matière financière. Donc, vous nous apprenez encore aujourd'hui qu'on peut prévenir les AVC. Tout à fait. La maladie, ce n'est pas une fatalité. L'AVC n'arrive pas comme ça, ne tombe pas du ciel. L'AVC se produit parce qu'on a additionné des facteurs de risque dans l'hypertension. Et l'hypertension est une maladie très fréquente en Afrique. Mais malheureusement, en matière d'hypertension, très souvent, un hypertendu sur 2, c'est le cas en France, ne sait pas qu'il a d'hypertension. Je prends l'exemple de la France, il y a à peu près 10 millions de Français qui sont concernés par l'hypertension et 1 sur 2 ne sait pas qu'il est hypertendu. Donc sa maladie n'est dépistée que souvent tardivement, et à ce stade, la maladie a déjà provoqué des dégâts, entre guillemets, au niveau des artères et peut
ou peut surprendre un jour, ou peut être révélé un jour par un accident vasculaire de santé, alors que le sujet ne savait pas qu'il était hypertendu. Donc vous voyez que si le patient voit régulièrement un médecin, cette hypertension peut être dépistée précocement et traitée, et dans le plus grand nombre de cas, il n'y aura pas d'accident vasculaire cérébral. Évidemment, l'accident vasculaire cérébral est favorisé par l'hypertension, favorisé aussi par l'existence de graisse sanguine élevée, de cholestérol élevé qui n'a jamais été traité, favorisé par un diabète, et le diabète est très fréquent en Afrique, diabète de la maturité avec surpoids, favorisé aussi par l'obésité, favorisé par le stress qui est un très grand facteur de risque en matière de maladie, favorisé évidemment, et j'ai oublié d'en parler tout à fait au début, par le tabac. Le tabac est un très grand facteur de risque en matière de maladies cardiovasculaires, dont l'AVC et l'infarctus du myocarde. Et la sédentarité, les gens qui ne font pas du tout d'activité physique. Les Américains qui chiffrent tout, il y a une étude récente qui démontre que les gens qui pratiquent une activité physique d'endurance régulière, c'est-à-dire que, par exemple, une marche pendant 1 heure à un rythme tout à fait modéré, ces gens-là ont une espérance de vie augmentée de 15 ans, et il y a une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et même de cancer de 30%. Donc, regardez, uniquement l'activité physique régulière d'endurance. Et je pense que c'est la même chose. Les gens qui sont en surpoids et qui perdent et qui diminuent leur poids ont toutes les chances de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral ou cardiaque, et même de diminuer le risque de cancer. Alors, comment expliquer que c'est l'Afrique aujourd'hui qui est un peu plus exposée aux AVC? Est-ce les habitudes alimentaires? Est-ce l'environnement? Malheureusement, ce qu'on trouve en Afrique, c'est que ce qu'on observe chez nos patients, c'est que très souvent, ils ont une addition de facteurs de risque. Ils ont très souvent à la fois de l'hypertension, ils ont parfois même en même temps un diabète assez évolué, un surpoids, des graisses sanguines élevées, du stress parce qu'ils ont créé une entreprise et que ce n'est pas toujours facile de mener à bien leur entreprise parce qu'ils sont ambitieux, ils voudraient développer cette entreprise, mais malheureusement, pour cela, il faudrait un environnement professionnel plus compétent, ce qu'ils n'ont pas, ce qui crée un état de stress pour le dirigeant. Donc, l'addition de ces facteurs de risque, si ces facteurs ne sont pas pris en charge, dépistés et traités précocement, peut favoriser malheureusement tous ces accidents de santé dont on a parlé. Alors, la prévention va devenir un mot magique finalement. Il faudrait se lancer dans la prévention, comme vous le disiez tantôt. Pour ceux qui souhaitent préserver leur capital santé, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le check-up, combien de fois par an? Vous ici, vous accompagnez très bien vos patients. On a vu 7 médecins, tous des spécialistes. Sur quelle durée? Oui, alors pour revenir à la prévention, il y a des études faites aux États-Unis qui démontrent que justement la meilleure façon de faire des économies financières en matière de santé, c'est la prévention. Parce que vous savez, le plus grand budget financier pour les États, c'est très souvent la santé. Ceci est valable en France et même certainement pour d'autres pays. Et il y a quelques années, la grande philosophie du ministère de la Santé en France, c'était prévention, prévention, prévention. C'est-à-dire faire des examens systématiques de dépistage, que ce soit en matière de sein, en matière de cancer du côlon, et en matière de diabète, etc. Donc la prévention, c'est dépister précocement toutes ces maladies et tous les facteurs de risque qui favorisent la maladie pour éviter la maladie qui peut coûter très cher au pays. Et ceci est valable évidemment pour l'Afrique. Alors, vous me disiez, répétez la question, c'était la prévention. Oui, tout à fait. Je parlais de prévention. À quel moment faille-t-il donc se lancer, faire un check-up? Et combien de fois par an Oui, alors c'est une question évidemment intéressante. Vous savez que en matière de santé,
nous sommes au maximum de notre santé et de notre état de jeunesse, notre capital de jeunesse, à l'âge de 20 ans. La santé, c'est, vous voyez, une courbe, on est en bonne santé à la naissance, jusqu'à l'âge de 20 ans, et à partir de 20 à 25 ans, on est à l'apogée de sa santé, de son capital de jeunesse. À partir de 20 ans, ça décroît tout doucement, et cette descente s'accentue jusqu'à l'âge de 70, 80, selon l'espérance de vie. Et donc, l'idéal, c'est d'intervenir au moment de la décroissance de cette courbe de bonne santé et de jeunesse. Idéalement, il faudrait commencer à faire un bilan de santé. Disons, si on commence à 30 ans, c'est bien de faire un premier point initial sur sa santé et voir périodiquement comment cet état de santé évolue, si on conserve les facteurs de bonne santé et de jeunesse ou pas. Donc, idéalement, à commencer à 30 ans, 35 ans, c'est ce que nous faisons ici pour les cadres et dirigeants d'entreprises françaises qui viennent régulièrement faire leur bilan de santé. Plus on est avancé en âge, plus le bilan de santé doit être répété précocement. L'idéal serait de faire un bilan de santé tous les 2 ans, mais pour ne pas perdre de temps, parce que si un processus de pathologie commence entre 2 bilans de santé, si ce bilan de santé est fait qu'1 an après, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Si on a fait un bilan de santé à un temps 0, puis après on revient à ce temps 0 plus 5 ans, et que quelque chose se développe pendant cette durée-là, très souvent, on arrive tardivement et on ne peut rien faire. Donc, d'où l'intérêt de la précocité du bilan de santé, dès l'âge de 30 à 35 ans, et de le répéter périodiquement, tous les ans, ou tous les 2 ans, quand on est encore jeune. Plus on avance en âge, plus le bilan de santé doit être répété de manière plus rapprochée. Je travaille avec beaucoup d'hommes et j'ai appris avant cette interview que les Africains, les hommes, sont très exposés au cancer du côlon. Donc, je tenais à leur dire aujourd'hui de se faire dépister à partir de 40-45 ans, c'est ça? Oui, justement, le cancer du côlon est un des cancers les plus fréquents en Europe et du moins en France. Et donc, il y a la politique de santé, c'est de faire des examens systématiques pour dépister précocement le cancer du côlon. En Afrique, peut-être qu'il est moins fréquent. J'avoue que je ne connais pas la précocité de ce cancer en Afrique, parce que leur alimentation riche en fibres à retarder à protéger cette population contre le cancer du côlon. Mais ça, je crois que c'est important de faire quand même ce dépistage systématique. Alors, soit par la recherche de sang dans les selles, pour voir, parce que le cancer du côlon peut se manifester par l'apparition de sang rouge dans les selles. Mais ce n'est pas suffisant. Pour être plus efficace, il faudrait faire soit un examen, ce qu'on appelle rectosigmoïdoscope, de la partie terminale du côlon. C'est ce que nous faisons ici dans le cadre du bilan de santé que nous pratiquons ici, parce que les derniers centimètres du côlon, c'est là où, dans les 80% des cas, le cancer se localise, dans le rectosigmoïde, la partie terminale du côlon. Et de faire également une coloscopie totale, de voir tout le côlon tous les 4 à 5 ans, et encore plus quand il y a notion de cancer de côlon dans la famille. Parce que l'intérêt de faire de la coloscopie, c'est justement de dépister le cancer si le cancer est là, et de préférence le dépister au début, et de dépister surtout l'existence de certains polypes qui sont des tumeurs bénignes et qui ont un potentiel de se transformer en cancer du côlon. Et donc l'ablation, l'exérèse de ces polypes évite l'apparition du côlon. Ces mauvais polypes, tous les polypes ne sont pas potentiellement cancérigènes. Certains sont bénins, mais d'autres ont un potentiel de se transformer en cancer. Et l'intérêt, c'est de dépister, de rechercher ces polypes et les enlever. Alors revenons justement sur comment se passe le check-up ici au Centre parisien de la prévention médicale avec les 7 médecins. Quelles sont leurs spécialités?
Oui, alors le check-up que nous faisons ici, d'emblée, mais dès le départ, moi j'ai voulu choisir un check-up vraiment très approfondi, le maximum qu'on puisse faire d'une manière systématique. Bon, on n'est jamais complet à 100%, mais un check-up très approfondi, c'est une très bonne assurance contre l'accident de santé, une assurance peut-être à 80 ou 90%. Évidemment, on ne pourra jamais dépister toutes les maladies ou certains cancers qui peuvent apparaître brusquement et contre lesquels on ne peut rien faire. Mais le check-up que nous pratiquons, donc, ce sont des examens qui sont faits systématiquement à tous les patients et le bilan de santé dure 4 heures. Les personnes arrivent à jeun le matin, à 9 heures du matin. On leur fait une prise de sang qui permet de faire des dizaines d'analyses de sang pour voir s'il n'y a pas de trouble au niveau des globules, s'il n'y a pas de trouble au niveau du foie, au niveau des graisses sanguines, s'il n'y a pas une inflammation, s'il n'y a pas un processus, s'il n'y a pas d'hépatite qui commence. Vous savez que les hépatites sont très fréquentes en Afrique, dans les hépatites B et C, et quand elles ne sont pas dépistées précocement, ces hépatites peuvent évoluer d'une manière chronique et favoriser à la fois évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie, qui est encore très fréquent en Afrique. Donc ce sont des analyses systématiques et donc on essaie de tout examiner, de voir s'il n'y a pas un trouble au niveau du sucre, le dépistage du diabète, et voir si on n'a pas de mauvaise tolérance au sucre qui permet l'apparition du diabète, et voir dépister les inflammations. Donc c'est un bilan vraiment biologique très intéressant à faire, et même on peut le compléter parfois par la recherche de certains marqueurs de cancer, c'est-à-dire les marqueurs qui traduisent un risque de tel ou tel cancer chez l'individu. Ça, c'est donc le premier examen, c'est l'examen de sang, le bilan biologique approfondi. Puis ensuite, on fait un bilan échographique complet. C'est comme un scanner général qui permet d'examiner. Qu'on commence par la glande thyroïde qui se trouve là, pour voir s'il n'y a pas de nodule, ou parfois même il peut y avoir certains cancers de la thyroïde, d'examiner l'examen des artères qui vont du cœur vers le cerveau, ce qu'on appelle les carotides, et voir si ces artères ne sont pas encrassées, s'il n'y a pas ce qu'on appelle de l'athérome carotidien, parce que cet athérome peut favoriser la formation d'un caillot de sang. Une fois que ce caillot arrive au cerveau, il peut boucher une artère et provoquer un accident vasculaire cérébral. On fait un examen échographique de l'abdomen pour vérifier l'état du foie, voir s'il n'y a pas de nodule ou de pathologie plus sérieuse, vérifier la vésicule biliaire et voir justement s'il n'y a pas de calcul, par exemple, de la vésicule biliaire, vérifier l'état du pancréas, voir s'il n'y a pas de kyste ou de pathologie plus grave, examiner les reins, voir s'il n'y a pas de calcul ou même de cancer du rein. L'examen échographique des reins est très intéressant pour le dépistage précoce des cancers du rein. Examiner la prostate. Et surtout, le but de l'examen échographique de la prostate, c'est de voir non seulement si la prostate a grossi, ce qu'on appelle l'adénome de la prostate, mais ça c'est bénin. La prostate grossit avec l'âge, ça c'est pas grave. Elle peut cet adénome de la prostate peut provoquer des troubles de la miction, mais qu'on peut soigner. Mais le but surtout, c'est de voir s'il n'y a pas de nodule de la prostate à risque cancéreux. Et c'est ce qui permet de faire des dépistages très précoces du cancer de la prostate. Examiner les testicules chez des sujets plus jeunes, examiner la vessie, et chez la femme, examiner l'utérus, voir s'il n'y a pas de fibrome, voire de pathologie plus grave, examiner les ovaires, la même chose, voir s'il n'y a pas de kyste ou de pathologie encore plus sérieuse, et voir s'il n'y a pas d'anomalie en général dans tout le ventre. Et c'est vraiment très intéressant dans le cas de dépistage, cet examen échographique complet. La suite des examens, c'est un examen clinique qui est pratiqué d'abord par un médecin généraliste. Généralement, c'est un interniste qui a une bonne formation de médecine globale, de médecine générale,
Cet examen dure parfois 1 heure, peut faire le point complet sur la santé de l'individu, s'il a tel ou tel symptôme, s'il a des facteurs de risque, s'il fume, s'il boit, s'il a du stress, s'il est surmené, enfin, on fait vraiment son comportement dans la vie de tous les jours, s'il a un profil psychologique à risque. C'est vraiment un examen complet pour voir s'il n'y a pas des petits symptômes qui peuvent attirer notre attention et déclencher des investigations plus approfondies. C'est ensuite un examen cardiologique pratiqué toujours par un cardiologue qui fait l'examen clinique cardiovasculaire, l'électrocardiogramme, et c'est de pratiquer surtout un examen de ce qu'on appelle l'écho-doppler cardiaque, voir le fonctionnement du cœur, voir comment le cœur bat, si certaines parties du cœur n'ont pas grossi, dont surtout le ventricule gauche qui est la pompe cardiaque, et de dépister, par exemple en Afrique, ce qui est fréquent, c'est les cardiomyopathies cardiaques, c'est-à-dire que le muscle cardiaque grossit. C'est ce qui avait provoqué la mort d'un footballeur, je crois, au Cameroun, lors d'un match de football, parce qu'il avait une cardiomyopathie hypertrophique du cœur qui ne pouvait... Vous parlez de Marc-Vivien Foé, certainement. Oui. C'est ça, qui ne pouvait être cette pathologie-là. Elle ne peut être dépistée que grâce à un examen échographique pour dépister si le cœur, c'est la partie, le ventricule gauche n'a pas grossi et voir quel est l'état de la gravité de cette hypertrophie. L'examen permet de voir s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, s'il n'y a pas de pathologie, ce qu'on appelle valvulaire. Vous savez que dans le cœur, il y a 4 cavités, entre les oreillettes et les ventricules qui sont plus bas. Quand le sang passe d'un côté à l'autre, il y a des valves, des fenêtres qui se ferment et qui doivent se fermer hermétiquement. Parfois, il y a des fuites au niveau de cette fermeture, c'est-à-dire que comme des portes qui ne se ferment pas bien, et dépister s'il y a justement une fuite au niveau de ces valves. Et examiner l'aorte. L'aorte, c'était le gros tuyau qui sort du cœur et qui irrigue tout le cerveau, voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'orifice aortique, c'est-à-dire l'orifice de départ de l'aorte. On peut voir des rétrécissements de l'orifice ou, encore une fois, une insuffisance de fermeture des valves de l'aorte, ce qui peut avoir des inconvénients et provoquer par voie une insuffisance cardiaque. Et elle peut être aussi dépistée par des malaises. Ou dépistée aussi s'il n'y a pas d'anomalie de dilatation de cette partie de l'aorte initiale. Et donc c'est important de dépister précocement et de dépister et d'examiner également l'aorte abdominale, tout le tuyau qui descend dans le ventre. Et on trouve parfois des dilatations, ce qu'on appelle des anévrismes de l'aorte, qui peuvent un jour, s'ils augmentent trop de volume, ils peuvent éclater, provoquer une hémorragie interne, et c'est ce qui était arrivé au général de Gaulle, par exemple. Donc l'examen urologique qui complète cette série d'examens systématiques, l'examen urologique, il est pratiqué par un urologue, surtout intéressant chez l'homme pour le dépistage précoce du cancer de la prostate. C'est justement le toucher rectal, c'est-à-dire que l'urologue fait un examen, un toucher avec son doigt pour vérifier l'état de souplesse de la prostate. S'il trouve une prostate plus dure, ça peut être annonciateur d'un cancer de la prostate. Mais évidemment, on ne se suffit pas de cet examen pour faire le dépistage du cancer de la prostate. Cet examen est complété évidemment par l'échographie de la prostate, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, de voir s'il n'y a pas de nodule d'aspect suspect qui peut annoncer la formation d'un cancer de la prostate, et qui est complété par un troisième élément, c'est le dépistage dans le sang du marqueur dont on parlait tout à l'heure, des marqueurs cancéreux qu'on appelle le PSA. Donc le cancer de la prostate peut être dépisté très précocement grâce à l'examen de l'urologue, le toucher rectal, grâce à l'échographie de la prostate pour voir s'il n'y a pas de nodule suspect, et grâce au dosage du PSA qui est élevé dans les cas de cancer de la prostate. Mais un PSA seul ne suffit pas à dépister le cancer de la prostate, parce qu'on peut voir des PSA élevés dans les cas d'adénome de la prostate, c'est-à-dire une augmentation bénigne du volume de la prostate.
Dans la série de ces examens, comme on a dit tout à l'heure, il y avait un bilan biologique, un bilan échographique complet, l'examen général pratiqué par le généraliste, l'examen cardiaque par le cardiologue, l'examen urologique, l'examen gynécologique chez les femmes pour vérifier l'utérus et les ovaires et faire également un frottis vaginal systématique au niveau du col pour dépister le cancer du col de l'utérus. C'est à partir de quelle heure à partir de quel âge? C'est à partir de quel âge? 45 ans pour... Systématique. Un examen, comme on a dit tout à l'heure, gastro-entérologique pratiqué par le gastro-entérologue pour examiner la partie terminale du côlon, pour voir justement dans cette partie terminale s'il n'y a pas de polype. Quand il y a un problème de cancer du côlon, dans 80% des cas, il se situe dans cette partie terminale du côlon. Par un examen très simple, sans anesthésie, on fait cet examen pour voir s'il n'y a pas de polype. Et s'il y a des polypes d'aspect méchant, cela conduit à une coloscopie totale pour enlever le polype. Et pour terminer, un examen otorino pour examiner la gorge, les cordes vocales, les tympans, et faire un audiogramme pour examiner l'audition. C'est parce que très souvent, avec l'âge, la vue baisse et l'audition baisse. Et quand il y a une baisse importante, on conseille justement la pose d'un implant auditif pour mieux entendre. Et le dernier examen qui est intéressant pour les Africains, c'est l'examen ophtalmologique à la recherche du glaucome. Vous savez que le glaucome est très fréquent en Afrique et la première cause de cécité en Afrique. C'est-à-dire qu'un glaucome qui n'est pas dépisté précocement peut conduire à la perte de la vision d'un œil. Et ici, on mesure la tension oculaire, on examine la rétine, on fait beaucoup d'examens pour voir s'il n'y a pas de glaucome et examiner aussi le centre de la vision qu'on appelle la macula pour dépister la dégénérescence de la macula. Est-ce qu'on peut prévenir aussi des maladies héréditaires? Lesquelles, par exemple? Le glaucome, par exemple? Le glaucome, justement, dans les familles où il y a des glaucomes, il est conseillé fortement de faire cet examen précocement, peut-être même dès l'âge de 20 ans, pour voir s'il n'y a pas c'est pas de la tension artérielle, c'est la pression dans les yeux, c'est la tension oculaire des liquides qu'il y a dans les yeux. Et s'il y a une tension, une hypertonie oculaire, il faut la traiter précocement pour éviter la dégradation de l'œil et provoquer le glaucome et parfois la cécité. Alors cet examen, donc, au terme de tous ces examens systématiques qui durent 4 heures, on fait, à la fin du bilan, on fait une petite synthèse, une première synthèse pour dire quelle est l'impression de tous ces examens, l'impression des médecins, à la suite de quoi les médecins se réunissent munis de tous les examens, des examens de sang, d'échographie. C'est comme un conseil d'administration et on fait le point, la synthèse finale sur l'état de santé de l'individu et qu'on revoit 2 ou 3 jours après pour lui donner un dossier complet tel que celui-là. D'accord. Dossier bilan de santé. Voilà, c'est le dossier de bilan de santé, c'est comme le dossier médical des enfants qui sont suivis régulièrement. Et à l'intérieur de ce dossier, évidemment, il y a tous les examens qui sont pratiqués, toutes les photos du cœur, des artères, les photos de tous les organes qu'on a vus au cours des examens échographiques, l'audition, l'électrocardiogramme, les analyses de sang. Et à la fin du bilan, justement, il y a une synthèse finale, c'est la plus intéressante, qui est accessible. C'est conclusion générale. Conclusion générale, on dit que tous les examens que nous avons pratiqués attirent notre attention au terme, dans la conclusion, on dit qu'au terme de tous ces examens, la confrontation de tous ces examens attire notre attention sur les points suivants et on procède par ordre. Sur le plan des analyses de sang, voilà ce qui va bien, voilà ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut approfondir. Au niveau digestif, voilà ce qui va ou qui ne va pas. Au niveau cardiologique, urologique, on conseille à ce moment-là la prise en charge de tous ces facteurs. Évidemment, je reviens, comme on a dit au début, de tous les facteurs de risque, le tabac, l'alcool, le stress, le poids, tous ces facteurs sont pris en compte et traités quand ils sont là.
Et on conseille des traitements pour l'hypertension, s'il y a des cas d'hypertension, des traitements pour le diabète, si on trouve un diabète, des traitements des graisses sanguines. Et parfois, si on a un doute sur tel ou tel élément, je pense au cancer, parfois on pousse les investigations. Le bilan est complété par des examens qu'on fait en dehors du centre, une IRM par exemple, ou un scanner particulier, pour confirmer ou infirmer la suspicion de telle ou telle pathologie qu'il faut traiter. Tout cela, c'est la prévention. Donc, encore une fois, le dépistage précoce et le traitement précoce de tout ce qui peut favoriser la maladie et empêcher, encore une fois, la fatalité de l'accident de santé. Alors, donc, si je fais mon check-up ici au Centre de prévention santé de Paris, oui, je peux espérer avoir 15 années en plus, 15 ans d'expérience en plus, je dis, les personnes, l'expérience que nous avons ici, les personnes qui sont suivies régulièrement depuis plus de 30 ans, je dois avouer que, bon, il nous est arrivé de dépister évidemment des pathologies à un stade avancé et heureusement de les traiter et de sauver ces patients. Mais ce que nous voyons maintenant de plus en plus, c'est que les personnes qui sont suivies régulièrement restent très souvent longtemps en bonne santé. Ou s'il y a des pathologies qui apparaissent, nous les traitons tout à fait au début, et donc il n'y a pas d'évolution. Particulière. Et également une diminution de risque de maladies comme le cancer, AVC. Et très souvent, on diminue fortement le risque que ces personnes soient surprises par tous ces accidents de santé. Et en matière de cancer, nous essayons de faire le maximum pour dépister beaucoup de cancers qu'on peut dépister au début et ne pas se retrouver un jour avec un cancer à un stade évolué. Et on s'intéresse également non seulement à la maladie, mais on s'intéresse aussi au capital de jeunesse d'un individu, comment protéger ce capital de santé le plus longtemps possible pour vivre le plus longtemps et en bonne santé. Comment j'écris le dernier livre que j'ai écrit, c'est « Devenez votre médecin ». Devenez votre premier médecin, voilà. Certains penseraient que c'est de l'automédication. Oui, le premier médecin, c'est soi-même. C'est comment se prendre en charge pour ne pas favoriser ces facteurs de risque. C'est-à-dire que quand on voit qu'on commence à gagner du poids, comme j'ai dit tout à l'heure, le surpoids est un facteur de risque important, et l'obésité, c'est un facteur de risque important de diabète ou de maladies cardiovasculaires, voire même de cancer. Donc, il faut éviter d'arriver au surpoids. Ou quand on a déjà un surpoids, de le prendre rapidement en charge. Mais ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que quand on dit aux gens, vous avez un surpoids important, on mesure la taille, le poids et le tour de taille de l'abdomen, qui est un facteur révélateur de l'excès de graisse abdominale. Et quand on dit aux gens, vous avez un surpoids et qu'il faut absolument réduire, et on leur donne des conseils diététiques appropriés, ils ont peur de perdre du poids, de peur que justement, qu'en Afrique, qu'on leur dise, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une maladie grave, le sida? Ils ont peur de faire du régime pour perdre du poids. Je dis non. On s'en fout de ce que pense autrui. Le plus important pour vous, c'est de revenir à un poids normal. Vous savez qu'aujourd'hui, la lutte contre le surpoids, c'est très à la mode en Amérique. Il y a beaucoup de gens qui essayent de réduire le régime calorique quotidien à 1000 calories par jour pour atteindre des records d'espérance de vie. Bon, il ne faut pas aller jusque-là, mais il faut uniquement essayer de ne pas prendre du poids. Et le premier conseil que je donne, c'est de sortir de table en ayant un petit peu faim. Ah bon? Sortir de table en ayant un petit peu faim. Et ce qui permet, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris plus de calories que ce dont on a besoin. C'est un critère très facile de surveiller. Et donc, mais dans ce cas, on va peut-être se lancer dans le grignotage, qui est aussi dangereux. Il faut éviter. Il faut respecter les horaires de repas et faire des repas équilibrés, pauvres évidemment en matière grasse animale,
on conseille aux gens de diminuer les graisses animales, les laitages gras ou les viandes grasses, par exemple, de ne manger de la viande que 2 fois par semaine, par exemple, et de manger plus de poissons. Et vous nous apportez beaucoup de conseils dans ce sens ici au centre de prévention. Tout à fait. Voilà. Tous les conseils appropriés, comment protéger ce capital de jeunesse et de santé pour vivre le plus longtemps et en bonne santé et en pleine forme. Un capital jeunesse, il y a également la prévention anti-âge qui fait partie de vos missions ici au centre. D'ailleurs, vous entretenez la vieillesse. Vous avez sorti un livre, vous me disiez d'ailleurs dans les coulisses qu'on peut bien vieillir, on peut vieillir en étant en bonne santé, ce qu'on ne savait peut-être pas. Tout à fait. J'ai écrit un premier livre, c'est comment atteindre 100 ans, c'est-à-dire sans être grabataire ou handicapé, c'est-à-dire vivre jusqu'à l'âge de 100 ans, mais en bonne santé. Ou le dernier livre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est devenir son premier médecin pour faire ce qu'il y a de mieux pour soi, pour rester en bonne santé. Et vous savez, tout à l'heure on parlait de mesures diététiques de surpoids. Le premier ennemi de la santé et du vieillissement, c'est le sucre. Le sucre, c'est un facteur de dégradation et d'accélération du vieillissement. Et d'ailleurs, l'année dernière, je crois, ça a été décrété, l'ennemi public numéro 1, c'est la consommation d'excès de sucre, surtout de sucre rapide. J'entends les sucreries, les pâtisseries et même les fruits trop sucrés, dont la banane par exemple, et même la pastèque, parce que la pastèque n'est pas métabolisée dans le foie. Le sucre de la pastèque se transforme directement en graisse qui va dans le ventre et provoquer l'obésité abdominale. Donc je disais, le sucre a été décrété comme l'ennemi numéro 1 de la santé et le premier facteur d'accélération du vieillissement. Parce que la consommation excessive de mauvais sucres, j'entends les sucres absorbés rapidement. Le sucre contenu dans certains aliments et qui est absorbé rapidement augmente le taux de sucre dans le sang et provoque la sécrétion dans le sang d'insuline, laquelle insuline a pour inconvénient de favoriser la formation des graisses dans le ventre, et l'excès de graisse dans le ventre est un facteur de risque important d'apparition d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques et de cancer. D'où l'intérêt de combattre la consommation excessive de ce mauvais sucre, parce que l'inconvénient, c'est les maladies et l'accélération du vieillissement. Est-ce qu'il y a dans le bon sucre? Oui, le bon sucre, c'est le sucre lent. Le sucre contenu, par exemple, dans les légumes. Je vous donne un exemple. Dans 100 grammes de légumes, il y a 5 grammes de sucre, mais de bon sucre, qui est absorbé lentement par l'intestin et passe lentement dans le sang et n'augmente pas la sécrétion rapide d'insuline, donc n'entraîne pas de formation des graisses. Alors, dans les fruits, surtout les fruits, il y a ce qu'on appelle l'indice glycémique de chaque aliment, à chaque aliment. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un tableau qui vous donne pour chaque fruit, chaque aliment, quel est l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est-à-dire quel est pour tel ou tel aliment, combien il y a de sucre, et si ce sucre, il fait augmenter rapidement le taux, ce sucre absorbé fait augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang ou pas. Et donc, l'indice glycémique bas, c'est à peu près entre de 0, il n'y a pas de 0, de 10 à 35, disons à 35-40, puis un indice moyen qui est de 35 à 50-55, et au-delà, un indice glycémique au-delà de 50-55, c'est un indice glycémique élevé. C'est-à-dire que l'aliment que vous allez absorber, qui a un indice glycémique élevé, a de fortes chances, quand il est absorbé, de provoquer rapidement l'augmentation parce que ce sucre qui est dans l'aliment passe rapidement dans le sang, le taux de sucre est élevé rapidement dans le sang et provoque en réaction le système régulateur qui est la sécrétion d'insuline, et une production importante et rapide d'insuline va entraîner la production de graisse qui est dangereuse parce qu'elle favorise, comme on a dit tout à l'heure, l'apparition de graisse dans le ventre et va
ces graisses-là, pardon, vont favoriser l'apparition de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer. Donc, il faut, on conseille aux personnes de manger plutôt des sucres lents, les légumes verts. Alors, quand je pense maintenant les fruits trop sucrés, c'est la banane, les raisins, et même mangue, il faut s'en méfier. Évidemment, les figues, les dattes, etc. Maintenant, vous avez les fruits rouges qui ont un indice glycémique plutôt intéressant, plutôt bas. Les fruits rouges, comme les fraises, sont un indice glycémique plutôt bas. Maintenant, vous avez les féculents. Quand vous mangez, par exemple, du riz, dans 100 grammes de riz blanc, il y a à peu près autour de 80 grammes de sucre, mais c'est un sucre rapide. Quand le riz est consommé, il va provoquer rapidement l'augmentation de sucre dans le sang et donc favoriser la sécrétion de la fameuse insuline. Donc, dans les pays où on mange trop de sucre, il y a justement beaucoup de diabète dans les pays. En Libye, dans beaucoup de pays où la consommation de riz est importante, en Libye, l'Afrique du Nord, etc. Donc il faut, si on peut, remplacer le sucre, le riz blanc par du riz complet. Il y a la même quantité de sucre, mais c'est un sucre qui est lent, qui va être extrait une fois que le riz est consommé. Le sucre contenu dans le riz va être extrait dans l'intestin et passer que tout doucement dans le sang, étalé sur plusieurs heures. C'est la même chose pour le pain. Le pain blanc contient une certaine quantité de sucre, mais le pain blanc, c'est un sucre plutôt rapide. Mais si vous consommez, si vous remplacez ce pain blanc par le pain complet, vous allez consommer la même quantité de sucre, sauf dans le premier cas, c'est un sucre rapide, et dans le pain complet, 5 céréales ou pain de seigle, c'est un sucre plutôt lent qui va être extrait du pain et passer dans le sang que tout doucement. Donc, globalement, il faut remplacer les sucres rapides par des sucres lents. Donc le riz blanc par du riz complet, le pain blanc par du pain complet, les légumes verts c'est un sucre lent, les fruits rouges c'est un sucre lent, et les féculents, comme on a dit, les haricots blancs, les pois chiches, c'est un sucre lent. Je pense qu'il y a des eaux également, des eaux minérales à consommer, à ne pas consommer, vu que les compositions, il y en a où il y a beaucoup de magnésium. Non, les eaux minérales sont bonnes dans l'ensemble. Il n'y a pas de distinction à faire. Mais par contre, attention, toujours en matière de sucre, attention aux boissons sucrées. Et si vous voulez un jus d'orange, il vaut mieux presser une orange plutôt que d'acheter des jus d'orange en boîte parce qu'il y a beaucoup de sucre. Attention au Coca-Cola et attention aux boissons light qui peuvent paradoxalement favoriser l'apparition du diabète. Une étude israélienne avait démontré il y a quelques années que la consommation d'excès de boissons light favorisait à la fois le diabète et l'obésité. Donc il faut boire de l'eau et si on veut un jus de fruits, on presse un jus naturel. Et je reviens, tout à l'heure on parlait des fruits, la pomme est un très bon fruit, c'est un sucre lent, donc Churchill en mangeait beaucoup et il disait justement le fait de consommer beaucoup de pommes, on évite de consulter un médecin. Donc la pomme, et même la poire est intéressante, parce qu'elle a des vertus, semble-t-il, de se protéger contre les maladies auto-immunes. Donc consommer de la poire. Alors on pourrait terminer cette interview sans évoquer un mot, stress. Justement, le fameux stress dont nous sommes tous victimes. Tout à l'heure, vous me parlez de l'anti-âge. Dans le cadre de la prévention, parce que c'est une philosophie générale de notre centre, nous faisons de la prévention en général. Et donc, dans la prévention, il s'agit de prévenir la maladie et l'accident de santé grâce au check-up. Ça, c'est la première
la première activité du centre, l'activité initiale du centre, sur laquelle s'est greffé sur la demande des patients qui nous disaient, quand on leur disait, bon, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas être malade, et ils nous disaient, mais maintenant, comment faire pour rester jeune, en forme, compétitif, etc. Et ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à m'intéresser à la prévention du mauvais vieillissement, pour rester le plus longtemps, garder le plus longtemps son capital de jeunesse. Donc nous avons un département qui s'occupe de la prévention du vieillissement et toute une médecine anti-âge pour rester le plus longtemps jeune par des examens biologiques spécifiques du vieillissement, voir si nos vitamines, nos vitamines, nos oligo-éléments qui nous permettent de nous défendre contre le processus du vieillissement ne sont pas déficitaires dans notre sang. C'est un bilan biologique spécifique qui débouche après sur le conseil de suppléments nutritionnels de vitamines et de minéraux, mais personnalisés. On dit à la personne, voilà, vous êtes déficitaire dans telle ou telle vitamine, tel ou tel minéral, et voilà ce qu'il faut prendre tout le temps pour que votre processus de défense contre ce qu'on appelle le système d'oxydation, le système de rouille qui est provoqué justement par les mauvais sucres et qui favorise l'accélération du vieillissement. Et ça débouche sur toute une approche avec l'apport de vitamines, aussi bien en perfusion que par la bouche. Et la dernière activité, le dernier volet de la prévention, c'est la médecine esthétique anti-âge. C'est-à-dire une fois qu'on a fait des examens pour rester en bonne santé, prévenir la maladie, qu'on a fait l'approche de l'anti-âge intérieur sur le plan des vitamines. Maintenant, il y a l'aspect extérieur du look, le faciès. Comment corriger les stigmates du temps qui apparaissent sur le visage, les stigmates de vieillissement. Justement, nous avons créé un département ici de médecine esthétique anti-âge, très spécialisé, qui applique les dernières techniques pour corriger, pour traiter les stigmates du vieillissement, que ce soit les rides, que ce soit le relâchement des traits du visage ou de l'ovale, etc. Tout un ensemble de techniques qui permet de retrouver un look de jeunesse. Mais c'est un nouveau marché, docteur, la médecine esthétique? C'est une demande aujourd'hui de beaucoup de gens, et je l'approuve totalement, qui veulent rester jeunes et en forme et avoir un look de jeunesse. Et s'il y a une demande qui vient évidemment des femmes, mais et aussi aujourd'hui des hommes responsables, des hommes publics, des chefs d'entreprise, qui veulent voir disparaître les rides qui apparaissent sur le visage, avoir un visage plus éclatant, plus jeune, des traits. Et ceci, aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle un lifting médical grâce à des appareils dont les ultrasons, l'ultrathérapie, et qui donnent vraiment des résultats très intéressants, un lifting médical, qui donne les mêmes résultats que le lifting chirurgical. Donc, vous voyez, nous avons ici dans notre centre les 3 départements, le check-up. Donc, bonjour, pour vous faire une petite synthèse, cet appareil s'appelle l'Ulthérapie, Ulthera. C'est un appareil diffus, c'est-à-dire c'est un appareil de haute fréquence, de dernière génération, et qui permet de traiter médicalement le visage, de faire un lifting quasiment de faire un lifting sans chirurgie pour ceux qui ne veulent pas de la chirurgie. Il permet de traiter le visage, les muscles, le SMAS et le derme en profondeur jusqu'à 4,5 mm. Ce qui fait de cette machine une des machines qui va le plus en profondeur sur le marché actuel. C'est une machine qui est agréée par le FDA et par la norme européenne et qui a été testée sur plus de 1,5 million de patients, et pour l'instant elle est très très sûre, efficace et n'a pas d'effet secondaire. Et durant ce tournage de Flashback, j'ai fait une très belle rencontre. Je suis encore sous l'émotion parce que j'ai rencontré un docteur spécialiste en chirurgie esthétique. C'est le docteur Serge Beribi. Merci de nous rejoindre. Enchantée, Patricia. Vous êtes sur Vision 4, la meilleure chaîne de télévision en Afrique. Comment allez-vous? Ça va, ça va.
J'ai le cœur qui bat. Parce que comme toute femme, j'ai beaucoup de choses que je voudrais refaire. Déjà, la chirurgie esthétique, ce n'est pas que pour les femmes. Non, bien sûr, non. Ça comprend les hommes, même des fois les enfants. Alors, quand on parle de chirurgie esthétique, elle est réparatrice? Chez les enfants, c'est plutôt réparatrice, et adultes, les deux, esthétique et réparatrice. Oui. Alors, on vous retrouve ici au centre prévention donc, de Paris Prévention. Dites-nous en quoi consistent vos interventions ici. Alors ici, on voit surtout des patients pour une demande d'esthétique. Et en France, les demandes les plus fréquentes, c'est les poitrines et liposuction. Poitrine dans les deux sens, c'est-à-dire augmentation mammaire et réduction mammaire. Et liposuction, donc... Ce sont les demandes les plus fréquentes, je crois. Liposuction, donc c'est redessiner la silhouette. Mais comment expliquez-vous qu'il y a une si forte demande aujourd'hui? C'est les hommes qui se cachent derrière? Non, c'est pas les hommes. C'est les hommes, bien sûr, mais beaucoup les femmes aussi. Et bon, c'est motivé par le fait qu'il y ait des résultats et que le bouche à oreille marche bien. Mais quelles sont les techniques que vous utilisez? Les techniques, elles sont assez classiques. Hein. C'est avant tout le savoir-faire. Pour les prothèses, bon, il y a des évolutions au niveau de la qualité des prothèses, mais on reste quand même classique. Après, c'est savoir bien placer la prothèse de manière à faire le résultat le plus beau possible. En somme, quand on vous présente un chantier comme le mien, par exemple, une femme vient, elle dit « je veux me refaire les seins, je veux me refaire les fesses », vous lui dites quoi en premier? C'est possible ou non? Vous ne pouvez pas? Bien sûr, il faut l'examiner et peut-être qu'une fois sur trois, on dit que non, il vaut mieux pas. D'accord, parce que vous, des fois, vous dites non. On récuse les patientes parce que c'est pas, on pourra pas. Parce que les demandes sont excessives ou alors? Non justifiées et il faut pas les décevoir, donc il faut toujours apporter un plus. D'accord. Alors, je parlais des différentes techniques parce qu'il y en a qui posent du plastique, il y en a qui le font avec leur propre graisse, je crois. Quelles sont les possibilités? Au niveau de l'augmentation mammaire et des fesses, mammaire, moi je préfère quand même les prothèses parce que c'est plus constant, plus stable au niveau du résultat. Au niveau des fesses, je préfère la graisse que les prothèses parce qu'il n'y a pas de danger dans ces cas-là. Mais l'inconvénient de la graisse, c'est que c'est une greffe de tissu vivant et qu'il y a un facteur aléatoire. Est-ce que la greffe va prendre à 100% ou pas à 100%? D'accord. Donc quand elle prend à 100%, tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. Donc Alors, on est un peu déçu des fois quand on perd une partie de ce qu'on avait au départ. Oui. Mais quand on fait une réduction ou une augmentation donc, de toutes ces parties du corps, j'imagine qu'il y a un suivi derrière, ce n'est pas qu'une seule fois. Bien sûr, oui, il y a un suivi. Bon, pour les prothèses, quand tout se passe comme d'habitude, il y a 2 contrôles en général, une semaine à 1 mois. Et les réductions mammaires, il y a des fils à retirer au bout d'une semaine, et puis un contrôle à 1 mois, 6 mois. Alors, ça veut dire quoi? En général, Dieu merci, il faut éviter les retouches. Il faut que tout le monde soit content du premier coup. Mais en même temps, on n'est plus obligé de faire trop de sport quand on sort de votre salle. On est limité au niveau sport 3 semaines. Après, on peut reprendre rapidement. C'est déjà bien, 3 semaines pour reprendre après. D'accord. Quand on parle de chirurgie réparatrice, c'est suite à un accident, suite à une malformation Réparatrice, c'est bien sûr accident, et puis malheureusement après les ablations mammaires suite à un cancer, et réparation ensuite. J'imagine que tout cela a un coût, mais le plus important c'est la santé, qu'on reste en santé après l'opération. Bien sûr, santé et bien-être psychologique. C'est une chirurgie avant tout du bien-être. D'accord. Et l'aspect psychologique, puisque vous en parlez, est aussi important, tant pour l'homme que pour la femme, hein, quel que soit celui. Oui, bien sûr, l'aspect psychologique, des fois on récuse parce que on voit que la patiente, au niveau psychologique, ne pourra pas intégrer tout ce qu'on lui a dit, bien comprendre, et que on n'apportera pas ce qu'elle attend elle-même, quoi. Donc au niveau psychologique, elle peut être déçue. Même si des fois le résultat esthétique sera bien, satisfaisant, mais on tient compte de ce facteur, bien sûr. D'accord, très bien. Et vous connaissez un peu l'Afrique? Je connais le Sénégal. Oui, d'accord. Et comment vous trouvez les femmes africaines? Les femmes africaines, elles sont... Non, pas en tant qu'homme, mais en tant que docteur. Hein. Est-ce que c'est un gros chantier, un vaste chantier? Non, pas spécialement. Les peaux chez mes patientes sont bonnes. C'est vrai qu'on a peur des kéloïdes dans la cicatrisation, mais à la fois j'ai les plus belles cicatrices chez les femmes africaines. Quand on les voit pas, on les voit vraiment pas. Elles disparaissent quasi complètement. Et en fait, les cicatrices kéloïdiennes, c'est-à-dire hypertrophiques qui s'épaississent, finalement, c'est relativement rare, quoi. Mais est-ce que pour se faire opérer, il faut d'abord être en bonne santé, ou alors on fait avec, même une femme diabétique, par exemple, peut se faire refaire les seins? Diabétique, on l'avertit, quoi. C'est vrai que diabétique, très diabétique, il y a un risque de souffrance de la peau, mauvaise cicatrisation.
Les femmes qui fument aussi, on leur demande d'arrêter de fumer un mois avant, par exemple pour les liftings surtout. Et pour les grosses hypertrophies mammaires où il faut réduire beaucoup, on leur demande d'arrêter de fumer un mois. Est-ce que vous croyez à ces formules miracles qu'on nous propose dans tous les marchés, boire certaines potions magiques pour perdre le ventre? Non, personnellement, je n'y crois pas trop. Non. Il y a bien sûr, il y a des régimes et des choses comme ça. Des fois, il faut repérer le terrain. La liposuction, c'est pas fait pour vraiment maigrir. Ça redessine vraiment la silhouette. C'est sûr qu'on va perdre 2, 3, 4 kilos, mais on va avant tout redessiner la silhouette. Mais c'est un phénomène qui s'est accentué aussi avec l'arrivée de la télé-réalité. Oui, bien sûr, ouais. Ça influence les gens à venir consulter les plasticiens. Et puis des fois, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans que ce soit vraiment justifié aussi. Donc, si je me fais une augmentation mammaire, je dois repasser 1 an après, 2 ans après, rechanger ou c'est à vie? En général, les laboratoires de prothèses les donnent à vie, mais par expérience, ces dernières années, ça dure à peu près 10 ans. Il vaut mieux les changer. Malgré tout, il y a de l'usure. Donc pendant 10 ans, je peux garder des seins... Les dernières prothèses, elles ont assez évolué, mais je pense que 15 ans, on est honnête en disant 15 ans. Quoi. D'accord, très bien. Et on peut allaiter avec cette technique? Oui. D'accord, très bien. Bon, je vais prendre rendez-vous. On va derrière la caméra. Ici au Centre Paris Prévention, nous avons également rencontré l'assistante du docteur Bensoli, c'est Zinab, qui nous fait l'honneur donc de nous expliquer cette photo, parce qu'elle n'est pas qu'une photo. Bonjour Zinab. Bonjour et bienvenue. Merci. Donc cette photo, elle représente tous les traitements esthétiques qu'on propose au centre. Donc le remodelage du corps, c'est-à-dire c'est avec une machine qui s'appelle le Vanquish. Oui. C'est pour détruire toute la graisse, localisée, sans contact, au niveau de tout l'abdomen. Après, on a la réduction des vergetures. Oui. Donc c'est avec une autre machine, le Legato, qui va effacer les cicatrices, donc les vergetures et les cicatrices d'acné. Alors, mais pas complètement, les vergetures ne disparaissent pas. Ça disparaît complètement à 90%. À 90%, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes. Avec les injections, donc que ce soit le Botox, l'acide hyaluronique, donc on va réduire les rides et les estomper. L'affinement de la taille, donc c'est avec l'Exilis, mais ça c'est en local et c'est en contact avec la peau. Et je ne sais pas si on a sur le tableau, et on traite aussi le poil avec l'épilation définitive, avec le Soprano Ice, qui est c'est un laser qui est pour tout type de peau, d'un phototype 1 jusqu'au phototype 6. Donc il est possible de ne plus avoir de poils. Oui. C'est une bonne nouvelle. Bah, pour les hommes aussi, hein. Surtout pour les hommes aussi, parce que souvent ils ont les poils sur le torse ou oui. sur le dos. Et que c'est un peu gênant pour nous souvent. Et on va de l'autre côté, on va regarder des écrans pour avoir un aperçu de ce que vous faites ici au Centre Prévention Santé à Paris. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est avec le traitement Vanquish. Là vous avez une photo avant le traitement et après le traitement. On peut gagner jusqu'à 7 cm autour de l'abdomen. Donc c'est un traitement qui est sans contact et il faut prévoir 2 à 3 séances. Avec le traitement donc Vanquish, c'est un appareil qui est sans contact. Donc il faut prévoir 45 minutes de traitement et c'est pour détruire toute la cellule qui est autour de l'abdomen, pour gagner jusqu'à 7 cm en moins. Je serais intéressée par la médecine esthétique. J'aimerais bien qu'on aborde la question du stress, aujourd'hui considéré en Afrique encore comme la maladie des riches. J'ai eu la chance d'être formé par le père du stress, qui s'appelle le professeur Rancelier. C'est lui qui a inventé le mot stress, et c'est avec lui que j'ai appris il y a 30 ans le stress, avec lequel j'avais écrit un premier livre sur le stress de grands spécialistes répondent, et après j'ai continué tout seul, j'ai écrit d'autres livres, dont le stress, c'est la vie. Donc le stress, c'est la vie. Le stress, c'est la stimulation. Nous sommes constamment stimulés par l'environnement, et c'est notre réponse à cette stimulation qui est le stress, la réponse d'adaptation à la stimulation. C'est ce qu'on appelle le stress. C'est
quand on est sollicité par telle ou telle situation, nous sommes obligés de nous sommes appelés à nous adapter, et c'est le processus d'adaptation à cette stimulation, quelle qu'elle soit, n'importe quelle situation. Il y a deux types de stress. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Et quand nous sommes stimulés par des choses qui sont bonnes pour nous et pour lesquelles on est heureux de nous adapter, et qu'on n'ait fait aucun effort pour nous adapter à cette situation, on dit que c'est un bon stress. C'est un stress stimulateur qui nous éveille, qui nous donne envie d'entreprendre et de réussir à chaque fois qu'on fait des choses qui nous rendent heureux, des choses, créer une entreprise et réussir. Les acteurs qui se produisent sur scène, ils ont un trac fou au départ, mais après ils sont heureux de se produire sur scène. À chaque fois qu'on fait des choses qu'on aime faire, des choses qui nous font plaisir, et on est dans le bon stress. Et nous avons besoin de ce bon stress pour rester toujours en éveil, et je dis même, pour vivre longtemps, il faut toujours avoir des projets qui vous stimulent et qui vous maintiennent dans la vie. La vie elle-même, c'est un bon stress. Mais à côté, et le premier stress, moi je disais dans mes livres, le premier stress, c'est le premier cri de l'enfant, et le dernier stress de la vie, c'est le stress du départ de ce monde. Mais donc, à côté de ce bon stress qu'il faut absolument encourager, il faut avoir toujours des projets quotidiens de stimulation. Je vais faire telle et telle chose, je vais voir des amis, je vais faire un repas avec des amis, je vais créer telle et telle chose, des stress stimulateurs. C'est les projets qui permettent de rester jeune le plus longtemps. Quand on n'a plus de projets, quand on n'a plus d'espoir, c'est fini. Et c'est pour ça que je dis que même la retraite prématurée, c'est très mauvais pour la santé, parce qu'on n'est plus sollicité, on n'est plus stimulé. Très souvent, les retraités dépérissent très vite et meurent plus tôt. Donc il faut travailler le plus longtemps possible, c'est très bon pour la jeunesse. À côté de ça, il y a le mauvais stress destructeur, c'est le stress de toutes les situations contraignantes pour lesquelles on fait des efforts importants d'adaptation. Dans toutes les situations où nous sommes contrariés, déçus. Les défis qu'on doit relever. Oui, tous les conflits, toutes les déceptions du quotidien, c'est le mauvais stress. Même, et comme disait mon maître Ancelier, mais le mauvais stress, c'est pas forcément des grands événements, les petites choses qui vous embêtent tous les jours, qui sont répétitives, c'est ce qu'on appelle le stress chronique, qui est épuisant, qui favorise le vieillissement et la maladie. Alors, est-ce que le mauvais stress, ça se soigne? Oui, justement, en essayant, maintenant, vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on fait contre le stress, ces situations qu'on n'aime pas? Et donc, il faut toujours, moi je dis toujours, il faut toujours relativiser et ne pas se prendre la tête. Comme disent les jeunes, ne pas se prendre la tête, ne pas prendre la vie au sérieux, prendre les choses. Il faut savoir toujours prendre du recul par rapport aux événements. Toujours se demander une simple question quand vous êtes en situation de stress, des situations qui vous dépassent, c'est ça le stress. Vous ne maîtrisez plus une situation dépassée, c'est ça le stress. Il faut essayer toujours de se dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est important, c'est pas important, et de toujours, une fois qu'on analyse, il faut toujours analyser ce qui se passe, et une fois que vous disséquez, vous mettez à plat la situation, vous voyez que vraiment rien n'est vraiment important dans la vie, si ce n'est la vie elle-même ou la vie ou la santé de ses proches, etc. Donc de toujours relativiser pour prendre du recul par rapport aux événements et revenir à ce qui est important dans la vie. Ce qui est important dans la vie, c'est la vie elle-même, c'est de vivre. Donc ne pas se prendre la tête et glisser. Je dis aux gens toujours, glissez, prenez du recul et ne pas se prendre la tête. Docteur, nous avons beaucoup appris aujourd'hui au Centre de prévention santé ici dans le 16e arrondissement. Nous vous remercions mais vraiment de nous avoir accueillis ici. Votre centre est très très bien équipé. Nous allons faire le tour, n'est-ce pas, de vos bureaux où les spécialistes travaillent, l'espace d'accueil. Et je vous conseille vivement, mesdames et messieurs, de faire un tour ici dès maintenant. N'attendez pas la maladie, comme il a dit le docteur Soli. On se soigne à l'amont. Devenez votre propre médecin. Ce n'est pas une formule magique. Il suffit de le lire, il suffit
suffit de l'écouter, il suffit de vous présenter ici et vous aurez certainement 30 ans en plus d'expérience de vie, pourquoi pas 40, 50, toute une chance de vivre plus longtemps. Merci encore, docteur. Je veux dire, moi, je remercie nos patients africains, nos amis africains, qui sont vraiment très fidèles et assidus. Vraiment, c'est une qualité, parce que les gens qui viennent ici depuis des années, dont des personnes très importantes, je ne vais pas citer le nom, elles sont plus, une fois qu'elles ont commencé ce processus de prévention, elles restent très fidèles, elles font leurs examens tous les ans ou tous les 2 ans d'une manière régulière et d'une façon plus assidue, curieusement, que les Européens. J'ai vu des gens ici, jeunes, qui n'ont pourtant pas fait de piqûre, grâce à vos techniques innovantes et grâce à vos laboratoires. Parce que uniquement on leur a expliqué qu'est-ce que c'est que le processus de la maladie de la jeunesse, et à force de les matraquer de conseils, ils finissent par appliquer, et après ils sont très contents, ils ont perdu du poids, ils gèrent mieux leur stress, ils se nourrissent mieux, ils pratiquent une activité physique qu'ils ne pratiquaient jamais, ils sont contents et ils sont vraiment reconnaissants, et je les remercie beaucoup. Vous comptez installer des bureaux en Afrique ? Pourquoi pas ? Un jour ? Oui. Pourquoi pas ? Le Cameroun en premier, j'espère. Merci en tout cas et très bonne journée. Merci à vous, merci. C'est donc en plein cœur de Paris que nous avions rendez-vous aujourd'hui avec le docteur Soli Bensaba, ici à Paris Prévention, dans le 16e arrondissement, à l'avenue Victor Hugo. Vous savez désormais comment bien vivre, comment vieillir, comment bien vivre sa vieillesse. Et aussi quelques petits secrets pour vous, mesdames, et même vous, messieurs, si vous voulez avoir une belle peau ou encore d'autres parties du corps qui vous sont très chères. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi et surtout au président directeur général du groupe L'Anecdote, monsieur Jean-Pierre Amougou Bellinga, sans qui cette émission n'aurait pas pu être réalisée. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4.